jeboislocal.ca. Je bois local, ça le dit, c'est qu'on boit local, on tripe sur le local et surtout les petites tendances sur les breuvages alcoolisés québécois, comme entre autres la bière de microbrasserie à l'honneur ce soir. Donc, Philippe vous souhaite la bienvenue dans ce vidéo en direct sur Facebook parce qu'on fait ça en direct. Ça se peut que vous le captiez après ça sur notre canal YouTube. Mais là, ça se passe en direct le 14 avril. Alors, si vous êtes le 14 avril en soirée à 19 h et que vous nous voyez là, c'est parce que ça se passe en direct. C'est la technologie de 2021 et on vous invite à utiliser cette technologie-là dans les commentaires du vidéo pour faire vos commentaires, vos questions. Profitez-en, interrompez-nous. Ça va nous faire plaisir de répondre à tout ça. Le but de cette vidéo, eh bien, ça le dit, dégustation. On ouvre la bière, on en parle, on l'analyse et on partage surtout avec les artisans des microbrasseries. C'est ça le but de cette vidéo pour les 20 prochaines minutes. Et aujourd'hui, on va parler d'une brasserie qui fait sa marque et qui l'a fait d'une manière assez particulière dès le début, en ne brassant que des lagers. Et je parle ici de Maltstrom, qui sont de Notre-Dame-des-Prairies. Donc, ce soir, une excellente bière affinée en barrique ici, encore une fois, des brettes pour vous en dégustation. Donc voilà, on peut embarquer dans le vif du sujet et intégrer mon invité de ce soir qui s'appelle Michael, qui est fondateur de Maltstrom, directeur général, maître brasseur. On me disait aussi que c'est le gars qui s'occupe de laver les comptoirs, les vitres également, un peu tout. Hein? Salut Michael. Salut, ça va? Ça va très bien. Oui. Comme je l'explique souvent, moi, le mercredi soir, c'est mon moment préféré parce que je suis payé pour boire de la bière. Et ça, ben toi, tu l'es régulièrement. Fait que moi, c'est le mercredi soir. C'est pas facile, notre job. C'est pas facile. Ben non. Écoute, je vais te laisser. J'ai parlé un petit peu de Maltstrom, mais on va en reparler dans quelques secondes. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de toi. Je t'ai rencontré il y a quelques années dans les congrès de l'AMBQ. Donc, tu es là depuis quelques années déjà avec ce projet qu'on appelle Maltstrom. Parle-nous un petit peu justement de ce qui t'a amené là à la position que tu occupes aujourd'hui dans cette brasserie. Ben, moi, à l'origine, j'ai commencé à brasser professionnellement en 2001. Ça fait quand même un bon bout. J'ai été maître brasseur à l'Alchimiste, pour ceux qui connaissent la brasserie. C'est quand même une brasserie assez à cette heure implantée. J'ai fait ça pendant 10 ans, jusqu'à à peu près 2011, 2012. Jusqu'à un moment donné, commencer à vouloir voler de mes propres ailes. L'Alchimiste prenait d'autres tangentes que ça faisait moins mon kick. J'ai commencé à être consultant. Je me suis promené un peu de brasser en brasserie. Ce qui était très agréable, le seul hic, c'est d'être consultant, c'est toujours aller régler les problèmes de quelqu'un. Fait que donc, à partir du moment où tu règles les problèmes, ben, soit qu'ils te rappellent plus, soit qu'ils te rappellent parce qu'ils sont dans le caca. Fait que c'est très agréable parce qu'on voit beaucoup de monde, on côtoie, on boit, on s'amuse, c'est convivial. Sauf que c'est toujours quand même aller un petit peu pelleter Fait que l'idée m'a germé doucement de dire, ben pourquoi je ne fonderais pas ma propre brasserie qui serait la plus petite brasserie possible et qui me permettrait de faire exactement juste ce que j'ai envie de faire. Justement, j'avais vécu ça dans d'autres brasseries, dont entre autres à l'Alchimiste à l'époque, une brasserie très grosse veut dire beaucoup de contraintes. Beaucoup de contraintes au niveau économique, beaucoup de contraintes, beaucoup de stress au niveau de quelle sorte de bière faire, le volume aussi. En faisant une brasserie comme Maltstrom, je n'avais pas ces contraintes-là. Donc, je pouvais me permettre de faire des bières en 6-8 semaines. Donc, que des lagers parce que je suis un buveur de lagers. C'est comme ça. Et aussi, faire vraiment focusser sur le barrel age, quelque chose d'autre qui vraiment m'amuse parce que là, on tombe dans un autre métier qui est plus juste brasseur, mais qui est aussi affineur, qui est aussi assembleur. Et donc, on s'amuse à jouer avec un paquet de saveurs. Et là, ben, vous avez mis justement la barre très haute en partant avec ce concept-là de lager. Et il y a d'autres brasseries qui se sont donné des thématiques aussi comme ça. Et à un moment donné, on commence à déroger. Est-ce que tu me confirmes que Maltstrom n'a jamais dérogé de sa mission de faire des lagers? En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça parce qu'il y a la mission de faire des lagers, mais il y a un côté aussi technique. À l'origine, Maltstrom, c'était probablement la plus petite brasserie industrielle au Québec. Et mes cuves, j'embarque un peu dans le technique, les brasseurs pourront me suivre, mais tu sais, nos cuves sont à simple paroi, donc ne sont pas auto-refroidies. Nos premières cuves, aujourd'hui, ça a un peu changé. Donc, j'avais une chambre de fermentation, que j'ai toujours d'ailleurs, et des cuves qui fermentaient à température de la pièce à 8 degrés.
Donc, ça m'a contraint de ne faire que des lagers. Les seules choses qu'on ne fait pas en lager, c'est des farmhouse. C'est vraiment des levures à saison qui sont extrêmement rustiques, qui, elles, fermentent à 22, 23, 28 température de la pièce et qui sortent très orange, très orange, très fruité, etc. Mais on n'a jamais fait de ale. Jamais. OK. Donc, ça nous amène à parler de ce brasserie-là. Donc, tu l'as dit au début, c'était tout petit. Et là, ben, on voit les photos passer un peu. On a vu des cuves un peu plus imposantes. Donc, évidemment, on comprend que les gens se sont attachés à vos produits assez rapidement parce qu'il y a une finesse là-dedans dans ce que vous réalisez. Parle-nous justement de la progression de Malmstrom au travers des années. Oui. Au départ, Malmstrom était supposé être un projet un peu pour m'amuser. C'est-à-dire que c'était juste un projet pour... Moi, j'avais ma petite brasserie, le comptoir est en avant, j'avais mes 15-20 chums qui venaient de faire un tour une fois de temps en temps, je me créais un peu une job. Sauf que, tranquillement, il y a des gens qui nous ont spotés, qui ont dit « OK, ce que vous faites, c'est vraiment le fun. » Et surtout, beaucoup de dépanneurs spécialisés en bière qui ont commencé à dire « on aimerait ça avoir vos produits. » Fait qu'on dit « OK, on était juste posé vendre sur place, mais bon, on va vous en faire un peu, une caisse, 2 caisses. » Et là, ça crée une espèce d'effet de rareté. Il faut savoir aussi qu'au début, Malmstrom, on brassait du 300 litres par brassin. C'est tout petit. Ouais, ça représente à peu près 20-25 caisses à 24. Fait que si en partant, on en battait 20 sur place, il en restait 5 pour tout le Québec. Fait qu'on a créé, sans le vouloir, un effet de rareté un peu artificiel qui nous a un peu obligés aussi à se dire, c'est ce qui nous a mis devant un choix de dire qu'est-ce qu'on veut faire en ce moment. C'est où qu'on veut aller? Parce qu'à un moment donné, brasser du 300 litres, c'est agréable, mais ça le devenait de moins en moins. Dans le sens que moi, je travaillais 70 heures semaine, ben là, c'était plus juste de brasser de la bière pour mes 12 chums, c'est brasser de la bière pour mes 12 chums, puis les amis, puis les amis, puis les amis, puis les amis, et ainsi de suite. Donc, on a fait, en 2018, on a décidé de faire un projet d'agrandissement. On est passé de 300 à 750 litres avec des cuves de 15 de 1500 litres pour être capable de retomber sur nos pattes et de continuer à répondre à la demande. Parce que à coût de 300 litres, c'était ridicule, là. Je me souviens, à un moment donné, il y avait une anecdote. Oui, une anecdote qui est arrivée. Le monde disait « Hey, on a fait un release, vous avez été sold out en 10 minutes. » Je me suis dit « Ouais, mais Chris, on avait 20 caisses. Qu'est-ce que tu veux faire? » Mais c'est bon pour le marketing, tout ça. Tu le dis très bien. Oui. Pour le marketing, c'est excellent. Oui, puis il y a des gens qui essaient de créer cette rareté-là artificiellement ou vous autres, c'était vraiment réel. Mais aujourd'hui, bon, on voit les photos, ça a pris de l'ampleur, les produits sont un peu plus disponibles partout au Québec et il y a une variété incroyable de produits qui sortent de vos cuves. Et on a décidé ensemble ce soir de parler d'une bière ici qui est reconnaissable en bouteille comme sortant de votre chai. Donc, le chai, c'est l'espace où on garde les barriques de chêne, donc les assemblages, je t'en parlais tantôt, le côté levure sauvage et assemblage. Mais avant d'embarquer là-dedans, il y a quand même une très large gamme de produits, des Pilsner. Vous faites dans la famille des New England, mais au lieu d'être des IPA, évidemment, c'est des IPL, des India Pale Lager, mais vous épargnez aucun style malgré le fait que vous continuez dans les lagers. Donc, il y a quand même une très large gamme là, avec Malmstrom. Avec un petit kit, ça nous permet vraiment d'être extrêmement versatile et de faire des petits brassins. Comme justement, on vient de sortir un stout, on a 50 caisses. On peut se permettre de faire ça, un dry stout en plein milieu du mois d'avril, que je le sais que d'ici un mois ou deux, ils vont s'être très bien écoulés puis tout le monde va être content. Moi, j'adore le dry stout. Toujours, c'est un dry lager stout, donc c'est très sèche, c'est très buvable. Les Pilsner, c'est pareil. Moi, au départ, j'avais commencé à faire des Pilsner parce que je trouvais que quand j'allais dans un brew pub, je trouvais ça plate d'arriver puis que un peu le brew pub se débarrasse de la bière blonde en faisant une ale blonde un petit peu cheapette, un peu pour le mononcle de service caricatural de la place. Mm-hmm. Parce que moi, j'aime beaucoup les bières blondes. J'adore les bières blondes. Je suis en train de boire une bière blonde. Tu sais, c'est ma bière de 5 à 7, c'est ma bière d'après-midi, c'est ma bière de matin. Je me lève quasiment dans la nuit pour en boire. Mais tu sais, ça nous permettait justement cette versatilité-là, puis de ne pas avoir les mains liées par des gros montants, par des gros chiffres à atteindre, des paliers, des gros chiffres à atteindre à tous les mois. Ça m'a donné une liberté totale pour créer absolument ce que je voulais. Une des premières bières qu'on s'est fait connaître avec, la IXPL, ça prend à peu près 6 semaines à faire. C'est rare des IPA-ish au Québec qu'on fait ça en 6 semaines parce que la plupart des plans d'affaires des microbrasseries ne sont pas montés pour faire ça.
Exactement. Au début, je vous disais, vous la donnez moins facile, ça fait partie de l'équation, le fait que les Ouais. lagers sont beaucoup plus longues. Et Ah, c'est là, beaucoup plus long. ici, bien évidemment, on respecte l'aspect lager. Donc, avant de Mhm. mettre cette bière-là en barrique et de la faire affiner pendant des mois, c'était une lager. Donc, elle a quand même Oui, pris ces 6 semaines à fermenter, à lagerer. Ensuite de oui, ça, elle fait de la barrique. Donc, on a des exactement. produits quand même assez uniques chez Malmstrom, là. Ben, la gamme des Wild Sour Lager qu'on a développé, j'ai commencé ça de mémoire fin 2019. C'est ça le concept un peu. C'est un blend de levure et de bactéries que j'ai monté, dont la levure principale est notre levure à lager. Donc, on part la bière à très basse température. On fait aussi ce qu'on appelle un turbid mash, c'est-à-dire que c'est un mash où on va rajouter, c'est un peu compliqué, mais ce que volontairement, il va y avoir de l'amidon, il va y avoir des sucres très complexes dans le mash pour donner à manger aux bébites pendant des mois et des mois. Donc, dans les premières semaines à basse température, la levure à lager, elle va faire sa job, puis elle va digérer tous les sucres, elle va faire de l'alcool. Ensuite, une fois que la fermentation principale est terminée en stainless, on envoie ça se faire affiner en barrique de chêne. La Wild Sour 5, celle que nous dégustons ce soir, Oui. c'est une des seules bières d'assemblage qu'on n'a pas assemblée, si on peut dire. Dans le OK. sens que c'est tout simplement juste un Wild Sour Lager qui a été affiné pendant 6 mois dans notre foudre. On a un foudre de Riesling de 1250 litres qui rentre à peu près une batch et demie dedans. Cette bière-là, elle a tout simplement passé 6 ou 7 mois dans le foudre. Puis après ça, on l'a sorti, on l'a dry hoppé très légèrement avec un houblon allemand qu'on appelle Alerto Metallfrüh, qui est un houblon très très fin avec un petit saveur florale un peu, comme moi j'adore, mais je suis un fan fini de ce houblon. Et pour lui donner justement juste une petite texture, aller chercher un petit peu plus loin que la saveur de base, mettons que juste la bière et la bière boisée. Donc, tu as bien décrit ce qu'on va goûter ce soir et les gens ont souvent de la misère à regarder les wild, les assemblages, les fermentations mixtes. Qu'est-ce que ça veut dire? Et souvent, on va avoir peur et laisser la bouteille là. En fait, ce qu'on veut dire par là, c'est ça, tu l'as très bien expliqué, c'est un mélange de bactéries, levures sauvages, des levures standards de fermentation de bière, mais on leur laisse beaucoup de temps en barrique et ça donne des choses qui peuvent différer énormément d'un brasseur à l'autre, hein. Il y en a qui vont aimer Ouais. beaucoup plus le côté des levures sauvages. Il y en a qui vont laisser un côté très acide à leur bière. Donc, c'est là le roi assembleur qui va décider où est-ce qu'on s'en va avec ça. C'est un autre métier, hein, assembleur. En Belgique, on le voit très bien. Tu as brasseur et assembleur, c'est un autre métier. Moi, je n'ai absolument pas la prétention. Je suis néophyte dans le sens que ça fait peu d'années que je fais de l'assemblage. Donc, je n'ai pas la prétention d'être un grand assembleur, mais c'est quelque chose qui me passionne et m'amuse beaucoup. Justement de créer des saveurs en mélangeant des barriques, aller chercher qu'est-ce qu'on va vouloir avec des morceaux de casse-tête qui ont déjà plusieurs mois, qui ont déjà une grande profondeur, qui ont déjà des fois une histoire. Tu sais, j'ai une barrique dans le fond du chèque qui date de 2018, je pense. Tu sais, on la garde pour les grandes occasions. Oh, Ben c'est beau. oui. Ça, c'est beau pour Ray. Oui, bon, donc on va tomber dans la dégustation parce que je m'en peux plus. Je vais être bien honnête avec toi, je m'en peux plus de goûter à ça. Je suis un très grand fan de ces bières-là et justement, on parlait d'assemblage. C'est vraiment intéressant de voir la twist que les brasseries vont amener dans leur bière. Donc, dégustation, on a parlé du style, donc une bière fermentation mixte, évidemment. Quand on passe à l'autre étape, ensuite de ça, on va regarder la couleur. Donc, on a une bière relativement pâle ici, là, donc on s'attend à ce que ce soit un peu, tu nous le dis ce qu'il en est réellement si tu le veux, là, mais on parle de grain pâle comme une Pilsner pourrait l'être exact un peu. Et le côté trouble, d'après moi, doit venir aussi peut-être un peu des résidus de bois ou qui sont dans les bières qui sont en barrique. Le trouble vient surtout un petit peu de levure qui est encore en suspension. Mais va venir surtout que vu que c'est une bière qui est dry hoppée. Le dry hop a tendance à vraiment brouiller les bières. En goût, on a vraiment, sur le nez, on a vraiment le houblon suranné qu'on utilise dans à peu près tous nos assemblages de Wild Sour Lager, qui va vraiment comme être là. Cette espèce de, c'est Monsieur Bone, Frank Bone à la MBQ, je pense. Oui. Oui, c'est ça fait qu'il appelait ça Ben l'odeur oui. des pieds de Dieu. C'est une Ouais. odeur un peu fromage, un peu vieille cave, mais qui se marie extrêmement bien. C'est un peu comme à petite dose, c'est une odeur qui est absolument suave et très,
qui va vraiment se marier avec tous les parfums du malt. Ensuite, on va avoir le malt qui va venir dans cette bière-là. Et on va avoir le goût vin blanc du foot de Riesling qui, tranquillement, va venir enrober ça. Mais là, j'en peux plus, là. Je veux dire, t'arrêtes pas de Goûte, mettre des. goûte! D'en mettre. Dans la dégustation, parce qu'il faut pas sauter d'étape, c'est important, parce que sinon, on manque un peu le trip. Mais là, t'en as parlé beaucoup d'arômes. Donc, une fois qu'on a regardé notre couleur, notre tenue de mousse, un peu sur le côté trouble ou limpide de la bière, c'est le temps de se mettre le nez dedans. Et t'en as parlé, là. Tu l'as vraiment décrit ce qu'on allait sentir là-dedans. Évidemment, il y a les levures sauvages qui ont leur twist à elles, bien particulière. Ces levures sauvages-là, on compare souvent ça, tu l'as dit aussi, le côté un peu fermier, étable, foin, c'est un peu ce qu'on retrouve. Mais là, ici, dans votre truc, c'est beaucoup plus complexe que ça. Là, tu nous l'as dit, le houblon suranné, le dry-up, qui est le houblonnage accru, un peu comme on le fait dans les IPA, le foot de vin. Donc, le nez est vraiment, vraiment complexe. Alors, justement, il ne faut pas manquer cette partie-là où on va se mettre le nez et essayer de décortiquer ce qu'on sent, là. C'est... Écoute, c'est très invitant. J'adore les bières avec les levures sauvages, mais quand on a juste ça au nez, on passe un peu à côté de quelque chose. Là, ici, je ne sais pas si c'est le houblon là, qui me donne l'impression du vin ou si c'est vraiment le vin, mais j'ai vraiment une impression de vin blanc, là. Ce foudre-là, moi, je l'adore. Là, il donne une belle twist de vin blanc, justement, une belle twist Riesling, justement, de vin blanc un peu liquoreux, un peu qui va vraiment bien marquer chacune des bières qu'on passe dedans. Ils sont faciles à voir, les bières qu'on sort qui viennent de ce food-là, parce que ils ont vraiment comme le petite marque à elles, là. En tout cas, déjà, on est grande bière de dégustation, hyper complexe. On a plusieurs parfums différents. C'est super, super intéressant. Donc, c'est le temps de goûter maintenant. On a le droit parce qu'on est rendu là dans notre dégustation. Fait que je lève mon verre. Santé à toute l'équipe de Maelstrom qui a commencé avec ses petites cuves de 300 litres et qui continue d'impressionner aujourd'hui avec des produits d'exception. Je connaissais certaines de vos bières assemblées, là, mais vraiment, chapeau. Alors, santé à toi et à toute ton équipe. Et on goûte à ça, cet assemblage numéro 5. Moustache, hein? Moins pratique. Bon. Ouais. Bien, écoute, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et c'est encore plus intéressant que je pensais. Le nez nous donne vraiment l'impression qu'on va avoir affaire à une bière très brettée, très chevaline, mais la bouche est acide, là. On est vraiment là dans une belle acidité. Donc, on a le sauvage. On tire un peu vers les spontanés belges, là. Donc, on s'en va vers là sans être aussi intense, mais on a ce côté-là. Donc, les gens qui aiment les bières sûres, exemple, qui sont faites à base de fruits, des bières jeunes, vous allez retrouver quelque chose de vraiment intéressant ici, là. Oui, parce que je trouve qu'en bouche, cette bière-là, t'as le petit kick d'acidité qui va arriver. Mais ensuite, il va avoir le côté du grain. Et tranquillement, ensuite, la finale, je trouve qu'elle est sur le mielleux du vin blanc. Pardon. Et pour finir, elle va s'étirer très doucement, elle va finir vers le boisé du foudre. Qui va très tranquillement, avec le petit goût du houblon suranné, qui très tranquillement va fermer la marche à la fin. Une petite amertume de rien qu'on va voir justement dans certaines bières belges. Écoute, je suis vraiment, vraiment impressionné. Pour vrai, là, je suis impressionné de tout ce qu'il y a là-dedans. Quand vous allez goûter des bières acides, que ce soit des Berliner Weiss ou de ce type-là, la première gorgée, un peu comme les IPA, ça frappe vraiment. La première gorgée, l'acidité, elle nous donne un kick. Puis là, on goûte pas vraiment. Donc, 2-3 gorgées après, là, la complexité de tous les étages que tu as nommés se présente. Et la finale est super agréable, justement. Le côté acide vient se balancer là, en finale. Donc, on reste avec une super belle impression de fraîcheur en bouche, là. Écoute, chapeau, je suis flabbergasté de ce produit-là. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Alors, bravo. Ouais, merci beaucoup. On va sortir d'ailleurs un autre produit qui est très semblable à ça dans très, très peu de temps, que vous allez sûrement avoir à boutique. Je peux faire le scoop un peu. Ben oui, vas-y. On a déjà une gamme de bières brutes. Donc, on avait d'ailleurs une bière qu'on était supposé goûter ce soir, qui était la Brut IPL, mais pour des raisons techniques, finalement, on a changé d'idée. Exact. Mais je suis en train d'élaborer un nouveau projet. Elle est dans la cuve d'assemblage en ce moment, donc sa fermentation est terminée. C'est une Brut Muscat.
Donc, c'est une bière de fermentation pelliculaire qui a été fermentée avec du raisin, avec du marc de raisin muscat pendant 6 semaines et ensuite affiné à basse température et ensuite affiné dans le foudre de la même foudre que cette bière pendant 6 mois. Donc, c'est un peu la prochaine bière de la gamme brute qu'on va lancer. C'est une bière à 6% de mémoire, 6-ish, qui se veut une espèce d'hybride entre une bière un peu sûre belge et un vin nature orange. Et on s'est beaucoup amusé. Il a fallu tantôt, j'arrête de taper dans la cuve. Écoute, je goûte encore à celle-là, puis je veux juste revenir sur la finale, parce que dans notre dégustation, c'est important aussi de revenir sur la finale qu'on a en bouche. Et, ça, c'est une carte, hein? Moi, je pars. Non, c'est correct. Mais il y a quelque chose de hyper frais là-dedans. Comme je disais, on va aller chercher vraiment... Moi, je trouve qu'on va chercher le meilleur des spontanés belges, là, avec le côté sauvage, le côté acide, sans aller dans l'excès, parce que souvent, du côté des spontanés, c'est dans l'excès, surtout du côté des Belges. Mais là, ici, on a vraiment quelque chose de hyper frais en bouche en finale. Et moi, j'en reviens pas comment... J'ai cette impression de vin-là, de vin blanc, qui doit venir aussi un petit peu du houblon de votre dry-up, puis du mix que vous faites, mais c'est ça qui reste en bouche et c'est vraiment, vraiment, vraiment agréable. Alors, un super beau produit. Donc, n'ayez pas peur de ces fermentations mixtes parce que c'est parfois acide, parfois ce ne l'est pas. Donc, il faut se lancer, découvrir, demander à vos amis qui l'ont déjà goûté peut-être pour avoir des recommandations, mais en tout cas, là, ici, c'est pas décevant. Écoute, tu as déjà fait une petite... un petit scoop sur un produit qui s'en vient. Je te laisse quand même nous dire pour Malmstrom comment l'avenir se présente après cette pandémie pour vous autres là, dans l'avenir. Ben, une fois que la fin du monde va être finie, c'est ce qu'on a hâte, je pense que comme tout le monde. Oui, réouverture du salon de dégustation, évidemment, on prévoit ça tranquillement. On veut mettre l'accent, on est en train de monter monter le chai de plus en plus. C'est vraiment un accent qu'on veut mettre. On veut évidemment pas lâcher des lagers en canette parce que les gens aiment ça. Moi, le premier, j'adore. Mais tranquillement, on est en train de réaménager un nouveau local. On va rentrer d'autres foudres. Je viens de remplir des moules de 750 litres avec le prochain assemblage numéro 6 qui va sortir dans quelques mois probablement. Donc, on devrait continuer vraiment dans notre belle lancée de sortir des produits en bouteille régulièrement. Nous autres, en fait, on fait le contraire. Il y a plein de brasseries qui se lancent en canette. Nous autres, on se délance en canette. On se lance en bouteille. C'est weird, mais c'est ça. Ben, écoute, il y a un marché pour ça. Je pense que c'est des genres de produits qui sont encore un peu méconnus. Ça fait peur à beaucoup de gens. Et c'est à ça qu'on sert. C'est pour ça qu'on fait ça. C'est pour ça qu'on fait ces vidéos-là. Puis qu'on vous dit de ne pas avoir peur de ces assemblages-là. Et comme on le répète, les assemblages, ce n'est pas un style en soi. C'est vraiment le mélange que les maîtres brasseurs ou les assembleurs vont faire. Et ça, chaque brasserie a son secret. Alors, c'est vraiment des super beaux produits. Alors, on va continuer à parler de vos produits comme ça qui sortent du chai. Et pour les autres canettes, ça va se boire au parc. Direct à la canne, au pire, quand on est au parc, ça ne dérange pas. Straight from the can. Ben, écoute, je te remercie beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Merci de l'invitation. Il y a beaucoup de monde quand même qui nous ont écrit. Écoute, je vais prendre le temps de prendre une petite question juste avant de se quitter parce que on fait ça live justement pour vous permettre de poser des questions. J'adore ça. On a ici Alex Sauvageau qui il dit qu'il a acheté la nouvelle bière de XP Artisan Brasseur Double Astra. Est-ce que tu connais le produit? Non. Tu connais pas le produit? Je connais pas. Je pensais que c'était peut-être une collabo avec vous autres et que c'était le but de nous poser la question. XP Artisan, en fait, c'est un brasseur itinérant qui brasse partout, dans différentes brasseries. Donc, je pensais qu'il avait fait peut-être un brasseur avec vous autres et c'est pour ça que... Je ne le connais pas personnellement. Je n'ai pas eu la chance de goûter à ces produits-là. Alex, on fera une vidéo avec notre brasseur de XP Artisan, un de ces quatre, et tu pourras poser des questions. Alors voilà, la joie du direct, c'est parfait de même. Merci beaucoup, Michael, de ton temps, et on n'aura pas le choix de refaire quelque chose avec toi pour ces fameuses lagers en canne qui sont aussi excellentes. Yes, merci.
Bonne soirée. Merci beaucoup. Hey, merci à vous autres d'avoir été là en direct avec nous. Si vous captez cette vidéo-là en rediffusion sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Dans le bas, ici, il y a un petit bouton « S'abonner à la chaîne » et vous allez avoir comme ça toutes les dégustations qui vous seront proposées au fil du temps pour ne rien manquer, découvrir la bière et ne pas passer à côté de petits bijoux comme celle-là qui, honnêtement, m'a vraiment, vraiment surpris. Un produit qui est très complexe, mais à la fois super facile à boire, très désaltérant. Donc, vous avez le meilleur des deux mondes. Voilà pour Malmstrom, nos invités de ce soir là-dessus. Je vous souhaite une super belle soirée. Merci d'avoir été avec nous. Et on se retrouve la semaine prochaine, évidemment, parce que mercredi, j'aime ça être payé pour boire de la bière. Jeboislocal.ca